Ok, let's go, on démarre. Bah, écoutez, bienvenue à tous du coup pour ce webinaire avec Penny Lane. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissent Penny Lane. Je pense que oui. Penny Lane, c'est un peu la première plateforme de comptabilité qui réunit logiciels de production pour les experts comptables et outils de gestion financière pour leurs clients. Ils ont levé en 2022. Une superbe levée de fonds, 56 millions. Yasmina, elle est chez Penny Lane depuis 1 an. Elle est product designer chez eux. Aujourd'hui, elle est là pour nous parler de leur refonte globale de navigation pour améliorer l'expérience client. Donc, comme beaucoup d'entreprises, Penny Lane, ils sont passés d'une logique feature-centrique à user-centric. Et elle va nous partager les coulisses de ce très beau projet. Du coup, Yasmina, écoute, tu peux y aller. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, donc je m'appelle Yasmina, je suis product designer donc chez TPC, le lapsus, chez Penny Lane depuis 1 an. Donc, comme il vous l'a dit, pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine qu'il y en a beaucoup, Penny Lane, c'est une société qui fait un logiciel SaaS qui est à destination de vraiment deux audiences différentes, mais qui sont liées. La première, c'est donc un logiciel qui permet aux chefs d'entreprise de gérer leurs finances, donc à travers le paiement des factures, la création de leurs propres factures, la gestion de leurs dépenses, la gestion et le suivi de leur trésorerie. On a un module de notes de frais depuis peu également. Donc, tout le pilotage financier d'une entreprise, on s'adresse particulièrement aux TPE et aux PME. Et c'est aussi, et surtout, c'est vraiment la valeur aussi de Penny Lane, c'est que c'est en même temps un logiciel de production pour les comptables, donc comptables, experts comptables, collab, pour vraiment leur permettre dans leur day-to-day de travailler la comptabilité de leurs clients qui sont donc également sur Penny Lane. Et c'est vraiment cet aspect avec ces deux têtes qui font la valeur de Penny Lane et sa particularité sur le marché. Et donc, chaque produit, chaque interface, donc au sein d'une même plateforme, a son expérience qui lui est propre et son feature set qui lui est propre également. Donc, très rapidement, Penny Lane, ça a été lancé en 2020, donc c'est quand même relativement jeune, mais ça va quand même très vite. On est aujourd'hui plus de 300. On a eu une très grosse phase de recrutement l'année dernière. On a doublé en taille. Aujourd'hui, c'est plus de 40 000 entreprises clientes, 2 produits. Donc, ce que je vous disais, c'est vraiment ces deux interfaces différentes et ces deux sets de features différents. Et aujourd'hui, au produit, parce que c'est une entreprise qui est vraiment drivée par le produit, on est 80, le design étant rattaché à la product team. Et il y a un chiffre que je trouve assez parlant pour illustrer un petit peu la rapidité de développement de Penny Lane, c'est celui-là, 1200%. C'est la croissance du nombre d'entreprises clientes l'année dernière qui ont souscrit à Penny Lane pour venir faire tenir leur comptabilité sur notre logiciel. Donc, une énorme croissance commerciale, donc très positive. Qui donc valide le marché, valide le produit et qui donc maintenant s'accompagne aussi de challenges qui s'adressent particulièrement nous au niveau du design. Donc l'équipe design, elle fait partie du produit. En 2022, donc moi quand je suis arrivée, on était 7, mais enfin il y a une personne qui est partie, on était 6. Et aujourd'hui, on est 19. Donc, on s'est beaucoup restructuré. On a un head of design qui est arrivé il y a quelques mois pour vraiment chapeauter et influencer, intervenir au niveau de la stratégie globale de Penny Lane. Ensuite, on a une structure avec des leads, des managers qui sont soit seulement manager, soit IC, donc individual contributor, experts, et qui vont venir ensuite aider les product designers qui sont eux-mêmes au sein de chaque squad pour faire évoluer le produit.
Et donc, les squads, elles sont organisées par, donc on a en moyenne un designer pour un PM et entre 5 et 8 à 10 développeurs par squad. Et on ne travaille pas sur uniquement une feature, mais on travaille sur un scope déterminé de la plateforme, sachant que donc, moi, je suis sur la partie accounting, comptabilité, et je m'occupe particulièrement des transactions, donc tout ce qui est lien avec la banque, les banques, donc ce que reçoit et ce que paye le client, donc faire la comptabilité de les transactions, et tout ce qui est facture, fournisseur et client. Et ensuite, on a d'autres scopes qui sont plus autour de la révision, le cœur aussi du réacteur, on va dire, de Penny Lane, la comptabilité. Donc voilà, on est au sein de chaque scope avec cette organisation-là qui nous permet d'harmoniser au mieux, même si c'est encore un challenge, ce qu'on produit. Donc, la stratégie produit, elle a eu 2 phases. La première phase, c'est donc depuis le lancement, on avait un fort retard à rattraper au niveau fonctionnel, surtout au niveau de la comptabilité, parce qu'on s'adresse à un marché qui est avec des acteurs qui sont là depuis très longtemps, entre 15 et 20 ans. Sont par exemple Cegid, Sage, donc des purs acteurs de la comptabilité, donc ont un niveau fonctionnel extrêmement élevé, avec donc une intuitivité et une UX qui, on va dire, qui est pas au mieux, mais en tout cas, fonctionnellement, on avait beaucoup de retard à rattraper. Et tant qu'on n'était pas à niveau, on ne pouvait pas adresser la plupart des cabinets, parce que peu importe leur taille, ils ont un peu tous les mêmes besoins. Donc voilà, l'enjeu, c'était vraiment rattraper le niveau fonctionnel, donc sortir de la feature, shipper fast, et pour pouvoir adresser un certain nombre de clients. 2022 a prouvé qu'on était à niveau. Maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de montrer une robustesse du produit, parce que j'imagine que certains d'entre vous l'ont vécu, mais quand on développe vite, on ne développe pas forcément toujours très bien, on n'anticipe pas tous les angles morts, donc on a une fiabilité qui peut être des fois un peu mise à rude épreuve. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement fort pour nous. Et s'assurer que l'intuitivité, voire le plaisir, le delight d'utilisation de Penny Lane, il est au rendez-vous et qu'il y a une expérience de bout en bout qui a du sens, qu'on soit comptable ou qu'on soit chef d'entreprise. Donc nous, on a un fort challenge à mettre en place cette année, mais voilà, c'est super cool, on a l'équipe pour. Mais donc, le problème qu'on adresse vraiment aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte que cette expérience utilisateur, elle soit vraiment au cœur de ce qu'on va livrer, pas uniquement nous au niveau du design, mais au niveau du produit destiné aux clients, alors qu'on est encore dans une culture qui est en transition, c'est-à-dire qu'on a des squads qui sont encore... Il y a encore un certain gap feature à rattraper. Donc, comment on fait pour adresser cet enjeu-là dans ces squads-là? Et globalement, on est encore très marqué. Il faut qu'on aille vite. Donc, voilà, comment on fait en sorte que ça soit l'UX qui prime au profit au détriment, pardon, de la rapidité de livraison. Donc, on a mis un certain nombre d'actions en place. C'est vraiment du test and learn. Il n'y a pas vraiment de... ce que je vais vous partager, ça n'a pas été une théorie qui a été appliquée. C'est notre expérience avec les challenges qui sont les nôtres aujourd'hui. Et on a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais voilà, je vais vous faire... vivre un petit peu ce qu'on met en place aujourd'hui. Donc, nous, l'action première, ça a été de s'assurer qu'en tant que designer, on puisse un peu sortir de la squad, parce qu'on est tous dans notre périmètre au quotidien, avec notre PM et sur notre propre scope, et on ne va pas forcément, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux, on ne va pas forcément voir ce qui se passe à côté.
Et donc, ça aide pas à faire en sorte que le design ait une voix un peu unifiée au niveau de l'entreprise. Donc, l'action première, ça a été donc faire en sorte que localement, on puisse sortir de sa squad à travers certains projets. Donc, c'est le projet de la navigation dont je vous parlais, pour gagner en visibilité et montrer qu'un projet qui est l'idée par le design et pas l'idée par le product management a du sens globalement sur la roadmap. Donc, sur la navigation, ce qui se passe, et je vais vraiment aller à l'essentiel, c'est que en développant des features les uns après les autres, comme ça, on n'a pas trop pensé à comment on pensait l'expérience au niveau de la navigation, ce qui fait qu'on a empilé un peu des fonctionnalités et des modules fonctionnels les uns sur les autres. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve par exemple avec une top bar qui n'est pas très lisible, enfin même pas du tout, parce que il y a chaque élément qui sont sur la top bar a un lien avec le side menu, mais on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi, par exemple, quand on est sur un exercice fiscal en particulier, la compagnie, la comptabilité d'une société qu'on est en train de regarder, c'est pas la même année. Donc voilà, on a vraiment empilé les éléments fonctionnels les uns sur les autres. Et aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont perdus, qui ont du mal à trouver ce qu'ils sont censés faire alors qu'ils sont sur Penny Lane depuis quelques temps. Alors, on a aussi un problème iconographique. Même ceux qui sont là depuis plusieurs mois, à chaque fois, il faut qu'ils passent sur le side menu pour voir ce que chaque icône veut dire parce que c'est pas clair et donc ils perdent du temps. Et le problème de la perte de temps pour les comptables, c'est qu'eux, ils ont un enjeu de productivité qui est clé. Surtout là, on arrive en période fiscale et ils vont déjà s'arracher les cheveux. Donc, si en plus, on ne les aide pas à retrouver leur petit dans la navigation, on perd en intuitivité. Donc, c'était ça vraiment l'enjeu et le cœur du sujet. Et ça, c'est un problème qui a été remonté par le design. On ne peut pas continuer avec une navigation comme ça. On sait que c'est un très gros chantier. On sait aussi qu'il faudra plusieurs squads en tout cas pour itérer, parce que là, c'est cross-squad, c'est un sujet qui est cross-squad. Donc, ce n'est pas une organisation qu'on a mis en place, c'est un petit peu difficile. Mais on a, à travers particulièrement, donc ça, c'est notre Miro, où on a un peu tout montré la research qu'on a fait. Mais en gros, donc voilà, on a fait une recherche sur les critical paths et les problèmes qui concrètement se présentaient aux comptables et aux chefs d'entreprise. Donc, on voit que quand on clique sur une des icônes sur la gauche, on n'arrive pas forcément à l'endroit qui était attendu. Donc, voilà, on montre les critical paths. On a aussi toute une équipe data qui est là pour récolter des retours clients. Alors, sur la navigation, c'est un petit peu compliqué parce que ce n'est pas très quantitatif. Il n'y a personne qui va nous dire je n'arrive pas à naviguer dans Penny Lane. Donc, il faut qu'on trouve d'autres keywords. Mais globalement, il y a beaucoup de points qui reviennent sur le support pour voilà, je n'ai pas trouvé. Ensuite, on a aussi listé donc tous les pain points qui se présentaient liés à la navigation et quelles étaient les opportunités, donc produits et design qu'on pouvait adresser. Un benchmark sur les best practices, parce que la navigation, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour les logiciels SaaS. Donc, on est parti voir un petit peu ce que font les autres. Voilà, donc en montrant tout cet état de recherche et les conséquences que ça a. Donc, c'est l'utilisateur, il est perdu. Donc, il vient beaucoup voir notre support. Et ça, nous, c'est un des enjeux de cette année, c'est de réduire les tickets qui remontent au support qui ne sont pas à valeur ajoutée. Et on a aussi un enjeu de NPS qui est hyper fort et la navigation, elle peut participer à faire grandir le NPS positivement, bien sûr. Voilà. Et on a aussi montré quelques wireframes. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment
l'état où on en est aujourd'hui, enfin, au niveau de la production design où on en est aujourd'hui. Donc, on est encore très, très early stage. Là, l'enjeu, c'est d'aller discuter avec chacune des squads pour avoir un peu leurs contraintes et comment eux, ils verraient la navigation, sachant que donc, maintenant, c'est un projet qui est au sein d'une squad et qui est priorisé sur la roadmap comme les autres projets qui sont à chaque fois proposés. Donc voilà, donc ça a été hyper fort pour vraiment montrer l'intérêt du design au niveau des enjeux de la boîte et du coup faire ce shift entre on shift de la feature versus on s'axe plutôt sur l'expérience des utilisateurs. L'action numéro 2 qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment de garder un lien hyper fort entre designers. Pareil, en étant dans nos silos chacun, on peut perdre le lien et pas trop savoir ce que fait l'un et l'autre. Et du coup, on est très vigilant sur comment on garde le lien ensemble. Donc, on organise beaucoup d'échanges. On a des design reviews qui sont forcément entre squads. Et comme ça permet, ça s'oblige à aller voir ce que font les autres. Parce que même si on n'est pas sur le même scope, on peut très souvent avoir des enjeux qui sont similaires. On a aussi donc, un design system qui est en construction et voilà, qui grandit très vite. Et des fois, on n'est pas forcément au courant qu'il y a un composant qui a été utilisé au sein d'une squad, alors que de l'autre côté, on est en train de le créer de zéro. Donc voilà, donc ça n'aide pas du tout à avoir une harmonie et à avoir une expérience unifiée. Donc, on est conscient qu'en étant fort au niveau du design et en parlant d'une voix, on va dire, on va aider à cette transition vers une meilleure expérience, une priorité sur l'expérience. L'action numéro 3, et ça, c'est un peu lié à ce que je viens de dire juste avant, c'est que have a seat at the table, c'est vraiment ayez une voix qui porte au niveau du leadership. Donc, on a notre Head of Design qui est arrivé il y a quelques mois. Et c'est hyper important parce que ça permet d'avoir le design au même niveau stratégique que les autres départements, donc le produit, la tech, les sales, etc. Et du coup, d'influencer la stratégie et de pouvoir aussi s'assurer que nous, sur le terrain, on va dire, on est au courant et on a les bons leviers pour aller dans la bonne direction. Donc, vraiment avoir quelqu'un qui est pas dans le day-to-day, qui est au niveau du leadership. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est clé pour que le virage il puisse se prendre, même si toutes les actions, elles sont déjà entreprises et elles viennent de nous, product designers. Alors là, j'exagère peut-être un petit peu, qui shape up, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent et je vais peut-être pas me faire des amis. C'est ce que j'allais te dire, mais bon. Ouais. Bon, j'exagère et encore, je pense qu'il y en a qui diraient que non, mais donc on ça a va créer la discussion, c'est très bien. Je suis ouverte à la discussion, c'est un sujet en interne qui est un débat permanent, mais donc on a une organisation produit qui est enfin, développement qui est en shape-up. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros c'est un framework de développement qui sur un cycle de 6 semaines avec des étapes un peu clés. Donc, on va choisir quels sont les sujets qui vont être adressés pendant le cycle. Il y a 2 phases qui sont parallèles. La phase de shaping, qui est donc donc nous, au niveau du design qu'on adresse, donc la discovery. Donc, on va shaper un projet qui va être ensuite built. Donc, il y a le shaping et en parallèle, il y a le build qui, là, est pris par les devs de la squad.
Donc ça, c'est la théorie. Et la théorie, elle est hyper belle, sauf que dans la pratique, et peut-être c'est parce qu'on l'applique mal, peut-être c'est parce que c'est pas fait pour l'étape de croissance à laquelle on est. Mais en tout cas, nous, designers, on souffre quand même beaucoup de shape-up parce que cette utopie de se dire que développer, livrer quelque chose en 6 semaines, et à chaque fois, on a quand même des gros blocs à produire avec de la discovery, avec du testing, etc. Qu'en 6 semaines, on va avoir quelque chose dont on peut être fier et qui participe à une expérience positive. C'est très difficile, pour pas dire des fois, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, nous, on est en train de batailler un petit peu pour que soit on allège shape-up et qu'on puisse avoir plus de temps pour faire la discovery, les tests, la QA aussi digne de ce nom. Et voilà, c'est pas simple. Il y a des réfractaires et il y a clairement des points positifs à ShapeUp. Mais nous, vraiment, au design, on a vraiment beaucoup de mal à s'y faire. Voilà, donc en gros, là, le message, c'est laisser du temps au design pour qu'on puisse faire la bonne recherche et adresser les bonnes solutions. Parce que les problèmes, on les connaît, ils sont très bien identifiés. Les PM, ils font très bien leur job. Mais c'est vraiment comment on fait pour avoir la meilleure solution. L'action numéro 5, donc c'est apporter un peu des nouveaux rituels. Donc, il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Il y a par exemple, donc, au sein de ShapeUp, il y a une étape qui s'appelle la betting table, où on va venir choisir. Donc, on a plusieurs projets pour le prochain cycle qui sont soumis au sein de la squad et après au sein de la track. Donc, les tracks chez nous, c'est compta et entreprise, et ensuite tout ce qui est growth et business case, donc tous les enjeux de migration. Donc, on a des sujets qui sont proposés et ensuite, on va discuter de, on prend celui-là, est-ce qu'il répond à quelle métrique il répond, est-ce qu'il est prio, oui ou non, est-ce qu'on a les ressources, etc. Est-ce qu'on a l'appétit suffisant ou pas et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas beaucoup d'influence sur la betting table. Et donc, au fur et à mesure, au fil des cycles, on a pris notre seat at the table et on a voix au chapitre, tout comme le ou la PM qui propose des sujets. Donc maintenant, on peut avoir vraiment, et ça rejoint le projet de navigation, on peut avoir des projets qui sont purement design et qui répondent évidemment à des enjeux stratégiques de la boîte, mais qui ont été amenés par le design et qui influencent la roadmap. On a mis aussi en place un veto. Donc ça, c'est un peu pour contrecarrer le shape-up. C'est que vraiment, si à la fin d'un cycle, ce qui est développé n'a pas été suffisamment QA ou la fiabilité, l'expérience n'est pas satisfaisante, on a un veto et on s'arrête et on retravaille dessus. Ça, c'est assez nouveau. C'est pas encore beaucoup mis en place. Je ne sais pas concrètement comment ça va être pris, parce qu'on arrive encore à collaborer quand on est sur un veto. Vraiment, c'est que on a eu du mal à communiquer. Mais on a cet outil-là qui nous permet de nous assurer de proposer quelque chose qu'on pourra nous défendre derrière et qu'on pourra promouvoir. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme rituel? Ah oui, alors il y a aussi le Design Day qu'on a mis en place, qu'on vient tout juste de mettre en place là, cette semaine. Donc, on a les Tech Days qui sont tous les 2 mois où toute la partie tech et product se rassemble parce qu'on est très éclaté géographiquement. Donc, tout le monde se rassemble à Paris et on travaille ensemble sur les sujets un peu plus larges que ce qu'on peut faire d'habitude.
Et donc, nous, en parallèle de ça, on a mis aussi en place notre Design Day avec, donc là, cette semaine, on a eu un programme sur première partie de la matinée, c'était venez avec des propositions de design sur un sujet qui est lié à Penny Lane, mais qui sort complètement des contraintes qu'on peut avoir du design system ou des contraintes de votre squad, etc. Donc, on a eu un sujet sur, par exemple, le dark mode. On n'a pas du tout de dark mode aujourd'hui et ça a été hyper intéressant de voir comment on pourrait l'amener. Donc voilà, on a des sujets qui donc, amènent de la créativité et nous font sortir un peu de notre scope et d'avoir la tête dans le guidon et du coup qui permettent d'améliorer globalement l'expérience de nos utilisateurs parce qu'on aura eu le temps de créer ces sujets-là. Voilà, donc le design day. Donc voilà, globalement, amener des rituels qui influencent la roadmap et l'organisation, ou soit qui permet de de garder la créativité et des moments d'échange sans contrainte. Et action numéro 6, alors c'est pareil, c'est un petit peu exagéré, partner with your PM, j'imagine que c'est le cas déjà. Mais là, ce que je veux dire, c'est vraiment, nous, ça marche bien, c'est quand on est très, très lié avec notre PM, que toute la phase de research, toute la phase de discovery, la compréhension des problèmes, aller chercher les datas pour justifier tel ou tel problème, donc vraiment creuser le problème, on le fait ensemble. Et c'est aussi pour ça que le projet de la navigation, par exemple, aujourd'hui, donc moi, je l'ai initié il y a quelques mois et j'ai commencé à travailler avec Lucas, un autre designer, sur tout le process, et en particulier ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y avait pas d'ownership PM jusqu'à présent. Et maintenant, il y a donc une PM, Laura, qui est donc dans notre squad, qui donc va prendre cette casquette sur le projet de la navigation. Et ça, je pense que ça n'aurait pas été simple si on n'avait pas une relation forte et qu'on avait du mal à communiquer et si on avait du mal à se faire confiance, globalement. Voilà, et donc ce qu'on a encore à mettre en place, et ça c'est vraiment le début de la liste, il faut qu'on instaure des tracking plans beaucoup plus réguliers. On a du mal à suivre l'impact de ce qu'on fait, de ce qu'on livre. On a les grands retours, bien sûr, mais voilà. Donc, il faut vraiment qu'on s'améliore sur le tracking plan. Il faut aussi beaucoup qu'on améliore nos process de design critique, design review. Aujourd'hui, c'est vraiment au fil de l'eau. J'ai besoin de revoir ce flow qui est dispo. Et c'est fait de façon un peu aléatoire. Donc là, on a Anthony qui vient de Conto qui arrive avec un process hyper cadré et qui va nous permettre de nous améliorer, de faire des designs critiques qui sont plus qualitatives et plus structurés. Et enfin, c'est montrer, et je pense que c'est vraiment la clé du succès, c'est montrer l'impact qu'on a au niveau du business et qu'on va pouvoir adresser de plus en plus de comptes avec des clients et des utilisateurs de plus en plus satisfaits. Aujourd'hui, on est en lice sur des très gros clients. On a mis un premier pied chez KPMG, par exemple, qui est un des plus gros cabinets de France. Donc, on est obligé vraiment d'aller vers cette fiabilité, cette robustesse et cette intuitivité qui va faire gagner en productivité. Et ça, c'est un élément clé pour ce genre de cabinet. Voilà, je ne sais pas du tout le temps que j'ai pris. Je pense que je suis plutôt dans les temps. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris des choses. Voilà, donc je suis à dispo pour les questions. Alors là, tu vas te faire, mais alors, questionner de partout. Merci beaucoup, Yasmina. Franchement, c'est top. On comprend vraiment bien les enjeux. C'est vraiment génial. Alors, vous inquiétez pas, vous avez déjà commencé à poser pas mal de questions dans le chat. Yasmina, tu peux départager ton écran, je pense. On va vous faire un petit slido pour vous poser, nous, une petite question avant que vous lanciez vous-même vos questions.
Donc, à vos téléphones, let's go. Hein. Il ne suffit pas de manger toujours devant l'ordi en regardant un webinar. Allez-y, n'hésitez pas à scanner le QR code. Il y a une petite question qui est plutôt cool. On voudrait voir un peu le taux de réponse. Qu'est-ce que vous en pensez surtout? C'est votre organisation est-elle plutôt feature-centrique ou UX-centrique aujourd'hui dans la boîte dans laquelle vous bossez? Donc, n'hésitez pas. Let's go pour que vous répondez aux questions. Bien sûr, j'en profite pour vous faire un petit placement de la promotion de The Product Crew, évidemment. Comme vous le savez, nous, on est les experts du recrutement sur les métiers de la tech, product, engineer, data et design. On a une super mission, c'est libérer le potentiel de nos membres en leur apportant des contenus à forte valeur et qui leur permettront d'avoir un impact génial sur leur process de recrutement. Mais aussi d'aider nos entreprises partenaires à staffer leurs équipes tech avec des top profils. Donc, bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez besoin, rejoignez la communauté. On est là pour vous aider au mieux dans vos accompagnements et process. Cool, on commence à voir déjà un peu le taux de réponse. Pas mal, hein, du coup, plutôt feature-centrique. OK, à 87%. Ah, ça monte un peu côté UX. OK, top. Écoutez, n'hésitez pas, on va commencer à répondre aux premières questions aussi qui ont été données en tout début, des personnes qui me posaient des questions à chaque fois. Je les ai notées, ne vous en faites pas. Et n'oubliez pas aussi de les mettre dans le chat à tout le monde. Sélectionnez bien ça. C'est important, comme ça tout le monde peut voir à peu près les types de questions que vous posez. Yasmina, on va répondre à une ou deux questions. Du coup, c'est cool, plutôt à 82%, ça c'est chouette. Qu'est-ce que j'avais noté? Des questions pertinentes. Comment est-ce que vous avez audité l'UX en amont? Une question de Areski. Alors, j'imagine qu'il parle de la navigation, Reski. Alors, Ouais. Ouais. Alors, c'est pour la navigation. Donc, on a repris les critical paths. Donc, on s'est mis à la place de nos comptables et de nos utilisateurs entreprises. Et on est allé faire exactement ce qu'ils sont censés faire au quotidien. Donc, par exemple, faire un matching entre une facture et une transaction bancaire. Ça, c'est un des enjeux clés d'un comptable. Comment, par exemple, il reçoit un coup de téléphone de son client, comment il fait pour aller vers une autre société. Donc, en gros, on s'est mis à la place de nos clients et de nos utilisateurs et on a tout mappé. Et ensuite, Cool. on est allé creuser un peu chacune des pages et le mapping de chaque page pour voir concrètement ce qui ne fonctionnait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que même nous, alors qu'on est experts de Penny Lane, il y avait certaines fois où on ne savait plus trop où on était, on ne savait pas trop où on pouvait aller. Donc voilà, donc on a fait cet audit comme ça a été très expérimental, mais comme ça, on a un mapping très très clair et très fin des problèmes et des enjeux qu'il faut qu'on adresse. Ok, cool. Bonne réponse. Est-ce qu'il te remercie? Mais il n'a toujours pas mis à tout le monde. Donc, du coup, bon, c'est pas grave. Cool. J'ai une autre question de Sosan qui nous dit est-ce qu'il est nécessaire de faire du feature first et de mettre la rapidité de production avant l'UX lorsqu'on est une startup en pleine croissance et non pas une entreprise structurée avec une équipe produit de 80 personnes? Est-ce qu'il est nécessaire? Ça dépend. Un peu tricky ça, mais J'espère que non. En fait, ça dépend surtout pour moi, il y a deux enjeux. C'est est-ce que vous êtes sur un marché où il faut être rapide parce que, je ne sais pas, là, par exemple, il y a la politique de la e-facture qui arrive en Europe et en France. Et donc, il va y avoir un momentum hyper, hyper fort l'année prochaine. Donc, si vous lancez votre boîte aujourd'hui et que vous voulez être prêt pour l'année prochaine, vous allez être obligé d'abord commencer par la feature. Et si vous pouvez le faire en parallèle avec l'expérience, c'est vraiment bravo. Mais donc voilà, si vous êtes hyper pressé et que vous avez un set fonctionnel important à développer, je pense que c'est difficile de faire autrement. Après, si le temps est plus favorable et que vous pouvez vous épargner une dead design plus tard, c'est l'idéal. Après, non, voilà, pour moi, c'est vraiment ça.
niveau fonctionnel, la complexité du niveau fonctionnel et la rapidité avec laquelle vous voulez avoir votre market fit et être prêt en gros, quoi. Et nous, voilà, nous, on avait ces deux enjeux-là et on a dû donc shipper. Top. Une autre question de Clément qui nous demande comment intégrez-vous l'accessibilité dans votre process design? Mal, hyper mal. En fait, je vais même dire, on l'intègre pas. On a le basique, donc on vérifie nos contrastes, évidemment. Et c'est à peu près tout. En fait, donc on a, nous, en tout cas sur la partie compta, nos utilisateurs, ils ont des très grands écrans et ils sont habitués à avoir des centaines de lignes. Donc, on est face à des utilisateurs qui ont quand même un usage très spécial de leur logiciel. Nous, très souvent, on voit nos clients qui mettent en moins 50 la résolution pour vraiment avoir un énorme... voilà, un énorme viewport. Donc, disons que ce n'est pas notre enjeu premier. On a fait le rebranding l'année dernière. Ça a été bien évidemment pris en compte. Mais on est hyper mauvais parce que c'est pas notre enjeu premier. Donc, on ne le fait pas. Voilà. Donc, on est mauvais. Ok. Donc, Clément, je t'enlève des questions, hein, bien sûr. Si tu poses des questions, c'est pas très cool. Mais bon, il a répondu que nous aussi. En tout cas, chez lui aussi, ils sont très mauvais aussi. Donc, ça va. Ouais. Cool. J'ai Axel qui demande comment avez-vous pu mesurer l'impact du design sur les ventes versus le product? On a deux modules, par exemple, qui ont été améliorés l'année dernière. Donc, on a un module au niveau du rapprochement bancaire et l'autre qui était sur l'édition des factures, donc pour les clients entrepreneurs. Et en fait, on le voit surtout au niveau des appels d'offres. Il y a quelques mois, sur les mêmes sujets, on ne passait pas. Soit parce qu'on n'avait pas de niveau fonctionnel, soit parce que ce n'était pas très bien fait. Et du coup, on pouvait être calé d'un appel d'offres plutôt que ce qu'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en ayant amélioré l'UX, ça fait vraiment ce truc un peu de différence, surtout par rapport à nos compétiteurs legacy, enfin qui sont là depuis longtemps ou qui n'ont pas mis l'expérience au cœur de leur développement. Et donc, ça fait vraiment ce truc en plus qui fait qu'il y a un espèce d'effet un peu waouh quand on le montre. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on a réussi à le mesurer. Après, j'imagine qu'il y a d'autres chiffres que moi, je n'ai pas. Mais ce que moi, je trouve hyper concret, c'est qu'on avance dans des appels d'offres, on gagne des clients sur des choses qu'on n'avait pas avant parce que l'expérience n'était pas terrible. Okay. Cool. Il y a Estelle aussi qui pose une question. Combien de sprints temps pour la conception d'un sujet long terme comme la refonte de la navigation, par exemple? Alors, la navigation, on l'a scindée en deux. Il y a donc ce que je vous ai montré, la tab bar et le side menu qui va être dans la première phase de la refonte. Ce qu'on aimerait, c'est que sur 2 cycles, il y en a qui imaginent un, mais sur 2 cycles, je pense que c'est plus raisonnable. On ait une refonte bien testée, cohérente sur les deux aspects du produit et qui répond à tous les enjeux de navigation, on va dire, standard dans Penny Lane. Et ensuite, donc ça, je dirais à peu près 6 semaines, enfin 6 fois 2, donc 2 cycles, 12 semaines. Et donc les autres enjeux, ça va être sur la partie settings et comment on intègre le Help Center, ce genre de choses. Ça, c'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire. Je dirais un autre cycle au moins.
sachant que là, nos clients comptables, ils vont rentrer dans la période fiscale. Et c'est donc une période extrêmement éprouvante, stressante. Et du coup, on va vraiment y aller à tâtons pour le rollout de la navigation parce que on ne veut pas tout casser, leur changer leurs habitudes dans une période aussi difficile. Donc, on n'est pas très pressé de sortir. Par contre, on est maintenant pressé et aussi parce qu'on est plus visible au niveau de ce projet pour proposer quelque chose rapidement. Ok, cool. Il y a Quentin qui pose une question sur le Design Day. Est-ce qu'il sert à gérer un sujet sur une journée, une sorte de mini design sprint, ou bien c'est vraiment un rendez-vous régulier pour avancer tous ensemble sur un même projet? Le Design Day, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, on sort en fait de nos sujets du quotidien, de nos squads, pour aller sur des sujets purement design. Donc, potentiellement, on pourrait avoir un sujet sur l'accessibilité, comment on adresse l'accessibilité et comment on l'assure à minima. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne? Lundi, on a eu aussi la présentation de tout l'aspect career path et comment on grandit au niveau de l'équipe, sachant que l'équipe s'est réorganisée, s'est grandie et que la boîte va encore croître. Et après, c'est des activités entre nous pour team builder. Mais il n'y a pas de sujet. Oui, c'est ça. Ce n'est pas des sujets qu'on pourrait avoir dans nos scopes, même si ça ne nous empêche pas d'en parler, bien évidemment, mais ce n'est pas le but. Okay. C'est de faire autre chose, quoi. Cool. On vient un petit peu sur les tests interviews. Il y a Anas qui pose une question. Est-ce que vous avez impliqué les comptables dans la refonte à travers des interviews usability tests en amont? Alors, on les applique, oui, on les implique. Nous, on est encore, je disais, au milieu, on va dire, du projet. Oui, on les implique. Alors, on a la chance, en fait, d'avoir, au début de sa création, Penny Lane, c'était aussi un cabinet comptable. Donc, ils ont revendu cette partie-là, mais il y a beaucoup de comptables, experts comptables, qui sont au sein de Penny Lane et qui sont au produit. Et du coup, on a la chance d'avoir ces personnes-là pour avoir des insights rapidement. Après, comme c'est des experts de Penny Lane, du coup, il y a un biais énorme. Donc, on ne compte pas uniquement sur ça. Mais oui, bien sûr, on a intégré nos comptables et nos utilisateurs entreprises pour la refonte. Après, les usability tests, ils ne sont pas du tout encore prévus. Enfin, ils ne sont pas ni prévus ni mis en place parce qu'on n'a pas encore grand-chose à leur faire tester. Ok, ça c'est cool. Il y a Estelle aussi qui pose une question, c'est comment communiquer efficacement sur une nouvelle navigation auprès des clients utilisateurs finaux? Ça, faudrait poser la question au product marketing. Alors, le communiquer efficacement. Donc, on a un département qui s'appelle Partner Success, qui est donc nos Customer Success pour les cabinets comptables, qui sont en charge donc de la formation et des contacts quotidiens avec les cabinets. C'est eux souvent qui nous font des retours. Et c'est eux aussi qui préviennent les comptables sur OK, ce sujet-là, il te pose problème. Sache que dans 6 semaines, il sera réglé, il sera sorti, etc. Donc, on communique beaucoup par ce biais-là. Et après, on a des webinars globalement, on va dire, pour nos pools de clients. Et on a de l'emailing aussi avec les feature release. Après, sur la navigation en elle-même, je pense qu'on va vraiment le mettre sous l'enjeu productivité. Et je ne pense pas qu'on va dire on vous a mis en place une nouvelle navigation parce que ça ne parlera pas forcément. Mais l'expérience a été revue pour que vous gagnez du temps, pour que ce soit plus évident pour vous de savoir où vous êtes, de savoir où vous allez.
J'improvise peut-être un peu, mais je pense que ça va être plutôt quelque chose comme ça. Ouais, du coup, Jean-François il demande si vous organisez des ops terrain et si oui, à quelle fréquence? Bah, terrain, oui. Alors, enfin, il y a souvent donc des rendez-vous sales, Ouais, post-sales. Donc, souvent, on vient se greffer avec, enfin, c'est souvent un PM ou une PM qui vient se greffer et qui va discuter avec les clients. On a aussi beaucoup de salons. On a eu le congrès, cool. enfin, on a eu un événement aussi qu'on avait organisé nous à Station F qui s'appelait Contatech, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients l'année dernière, qu'on va refaire cette année. Il y a le congrès de l'ordre des experts comptables où on avait un stand. Et après, c'est très régional aussi, hein. C'est une profession qui est très régionale. Donc, localement, on a des événements aussi qui sont organisés à laquelle les produits et au design autant que possible, on essaye de participer. D'accord. C'est vraiment comment communiquer vraiment sur une nouvelle navigation auprès des clients utilisateurs finaux. C'est aussi, tu vois, une autre question d'Estelle. Ouais, du coup, on comprend un peu mieux ouais, par votre présence déjà, en tout cas, sur pas mal de canaux différents, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Une autre petite question assez intéressante que j'ai notée, attends, de Constance, qui demande du coup si vous allez recruter des product designers en 2023. Oui, oui, Ouais, on a aujourd'hui 2 postes ouverts de product designer senior. Euh, donc on a beaucoup recruté l'année dernière. Cette année, on est moins dans une phase de très grosse croissance sur le recrutement. Mais il y a toujours des opportunités qui se présentent. Mais en tout cas, aujourd'hui, concrètement, il y a 2 offres qui sont ouvertes. Oui. Si, il y ok. en a qui sont intéressés, bah, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et je peux vous parler du poste je peux vous montrer comment candidater, quoi, en gros. Cool. Bon, écoutez, il est -10. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a répondu à beaucoup, beaucoup de questions. Yasmina, merci beaucoup pour ton temps, ton implication, ton taux de réponse, ta présentation qui était vraiment superbe. On a vraiment compris beaucoup d'enjeux. On y voit beaucoup plus clair. Votre strat est merveilleuse. Vous en êtes très, très bien sorti jusque-là. C'est très, très bien. Merci aussi à tous vraiment d'avoir été là. Laissez une petite note dans le chat si ça vous a plu. Hein, une petite note sur 5, hein, pas sur 50 000. Donc, vous pouvez mettre des petites étoiles aussi si vous avez envie. En tout cas, vraiment, merci à tous pour votre participation. J'espère vraiment que ça vous a plu. On était très contents de vous avoir toute la journée, enfin, du moins moi jusqu'à midi. Voilà. Merci vraiment à tous. Encore merci Yasmina, au top. Et puis n'hésitez pas, on se retrouve très bientôt sur les réseaux. Il y aura également bien sûr un replay qui sera disponible hein, pour ceux qui ont beaucoup posé de questions dans le chat pour savoir si ce sera dispo. Waouh, du 5 sur 5, 5 sur 5. Ah, vous êtes tous adorables, c'est très 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 gentil. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre communauté, hein, on sera très content de vous avoir sous notre aile en tout cas. Voilà. Yasmina, merci beaucoup. On va couper. Merci de votre Passez à tous confiance. une super après-midi. Et puis, on se voit tous très bientôt pour les prochains webinaires et workshops. Merci. Bonne journée.